Bonjour à tous, je vous lis aujourd'hui la suite du roman Belle Amie de Guy de Maupassant. Les témoins descendirent d'abord, puis le médecin et le combattant. Rival avait pris la boîte au pistolet et il s'en alla avec Boisrenard vers deux des étrangers qui venaient à eux. Duroy les vit se saluer avec cérémonie, puis marcher ensemble dans la clairière, en regardant tantôt par terre, tantôt dans les arbres, comme s'ils avaient cherché quelque chose qui aurait pu tomber ou s'envoler. Puis ils comptèrent des pas et enfoncèrent avec grand-peine deux cannes dans le sol gelé. Ils se réunirent ensuite en groupe et ils firent les mouvements du jeu pile ou face, comme des enfants qui s'amusent. Le docteur Lebrumont demandait à Duroy: Vous vous sentez bien? Vous n'avez besoin de rien? Non, de rien, merci. Il lui semblait qu'il était fou, qu'il dormait, qu'il rêvait, que quelque chose de surnaturel était survenu, qui l'enveloppait. Avait-il peur? Peut-être. Mais il ne le savait pas. Tout était changé autour de lui. Jacques Rival revint et lui annonça tout bas avec satisfaction: Tout est prêt. La chance nous a favorisés pour les pistolets. Voilà une chose qui était indifférente à Duroy. On lui ôta son par-dessus. Il se laissa faire. On tâta les poches de sa redingote pour s'assurer qu'il ne portait point de papier ni de portefeuille protecteur. Il répétait en lui-même, comme une prière: Quand on commandera feu, j'élèverai le bras. Puis on l'amena jusqu'à une des cannes piquées en terre et on lui remit son pistolet. Alors il aperçut un homme debout en face de lui, tout près, un petit homme ventru, chauve, qui portait des lunettes. C'était son adversaire. Il le vit très bien, mais il ne pensait à rien qu'à ceci: Quand on commandera feu, j'élèverai le bras et je tirerai. Une voix résonna dans le grand silence de l'espace, une voix qui semblait venir de très loin, et elle demanda: Êtes-vous prêts, messieurs? Georges cria: Oui. Alors la même voix ordonna: Feu. Il n'écouta rien de plus, il ne s'aperçut de rien, il ne se rendit compte de rien. Il sentit seulement qu'il levait le bras en appuyant de toute sa force sur la gâchette, et il n'entendit rien. Mais il vit aussitôt un peu de fumée au bout du canon de son pistolet, et comme l'homme en face de lui demeurait toujours debout, dans la même posture également, il aperçut aussi un petit nuage blanc qui s'envolait au-dessus de la tête de son adversaire. Ils avaient tiré tous les deux. C'était fini. Ses témoins et le médecin le touchaient, le palpaient, déboutonnait ses vêtements, en demandant avec anxiété: Vous n'êtes pas blessé? Il répondit au hasard: Non, je ne crois pas. L'Angremont, d'ailleurs, demeurait aussi intact que son ennemi, et Jacques Rival murmura d'un ton mécontent: Avec ce sacré pistolet, c'est toujours comme ça. On se rate ou on se tue. Quel sale instrument! Duroy ne bougeait point, paralysé de surprise et de joie. C'était fini. Il fallut lui enlever son arme qu'il tenait toujours serrée dans sa main. Il lui semblait maintenant qu'il se serait battu contre l'univers entier. C'était fini, quel bonheur! Il se sentait brave tout à coup, à provoquer n'importe qui. Tous les témoins causèrent quelques minutes, prenant rendez-vous dans le jour pour la rédaction du procès-verbal. Puis on remonta dans la voiture, et le cocher, qui riait sur son siège, repartit en faisant claquer son fouet. Ils déjeunèrent tous les quatre sur le boulevard, en causant de l'événement. Duroy disait ses impressions: Ça ne m'a rien fait, absolument rien. Vous avez dû voir le reste. Vous avez dû le voir du reste. Rival répondit: Oui, vous vous êtes bien tenu. Quand le procès-verbal fut rédigé, on le présenta à Duroy, qui devait l'insérer dans les échos. Il s'étonna de voir qu'il avait échangé 2 balles avec M. Louis Langremont, et un peu inquiet,
Il interrogea un rival. Mais nous n'avons tiré qu'une balle. L'autre sourit. Oui, une balle chacun. Ça fait 2 balles. Et du roi, trouvant l'explication satisfaisante, n'insista pas. Le père Walter l'embrassa. Bravo, bravo, vous avez défendu le drapeau de la vie française. Bravo. Georges se montra le soir dans les principaux grands journaux et dans les principaux grands cafés du boulevard. Il rencontra 2 fois son adversaire qui se montrait également. Ils ne se saluèrent pas. Si l'un des 2 avait été blessé, ils se seraient serrés les mains. Chacun jurait d'ailleurs avec conviction avoir entendu siffler la balle de l'autre. Le lendemain, vers 11h du matin, du roi reçut un petit bleu. Mon Dieu, que j'ai eu peur. Viens donc tantôt rue de Constantinople, que je t'embrasse mon amour. Comme tu es brave, je t'adore. Claude. Il alla au rendez-vous et elle s'élança dans ses bras, le couvrant de baisers. Oh mon chéri, si tu savais mon émotion quand j'ai lu les journaux ce matin. Oh, raconte-moi, dis-moi tout, je veux savoir. Il dut raconter les détails avec minutie. Elle demandait, comme tu as dû avoir une mauvaise nuit avant le duel. Mais non, j'ai bien dormi. Moi, je n'aurais pas fermé l'œil. Et sur le terrain, dis-moi comment ça s'est passé. Il fit un récit dramatique. Lorsque nous fûmes en face de l'autre, à 20 pas, 4 fois seulement la longueur de cette chambre, Jacques, après avoir demandé si nous étions prêts, commanda feu. J'ai élevé mon bras immédiatement, bien en ligne, mais j'ai eu tort de vouloir viser la tête. J'avais une arme fort dure, et je suis accoutumée à des pistolets bien doux, de sorte que la résistance de la gâchette a relevé le coup. N'importe, ça n'a pas dû passer loin. Lui aussi, il tire bien le gredin. Sa balle m'a effleuré la tempe. J'en ai senti le vent. Elle était assise sur ses genoux et le tenait dans ses bras, comme pour prendre part à son danger. Elle balbutiait. Oh mon pauvre chéri, mon pauvre chéri. Puis, quand il eut fini de compter, elle lui dit, tu ne sais pas, je ne peux plus me passer de toi. Il faut que je te voie, et avec mon mari à Paris, ce n'est pas commode. Souvent, j'aurai 1 heure le matin avant que tu sois levé, et je pourrai aller t'embrasser. Mais je ne veux pas rentrer dans ton affreuse maison. Comment faire? Il eut brusquement une inspiration et demanda, combien paies-tu ici? 100 francs par mois. Eh bien, je prends l'appartement à mon compte, et je vais l'habiter tout à fait. Le mien n'est plus suffisant dans ma nouvelle position. Elle réfléchit quelques instants puis répondit, non, je ne veux pas. Il s'étonna. Pourquoi ça? Parce que ce n'est pas une raison. Ce logement me convient très bien. J'y reste. Il se mit à rire. D'ailleurs, il est à mon nom. Mais elle refusait toujours. Non, non, je ne veux pas. Pourquoi ça enfin? Alors elle chuchota tout bas, tendrement. Parce que tu y amènerais des femmes, et je ne veux pas. Il s'indigna. Jamais de la vie, par exemple. Je te le promets. Non, tu en amènerais tout de même. Je te le jure. Bien vrai, parole d'honneur. C'est notre maison, ça, rien qu'à nous. Il l'étreignit dans un élan d'amour. Alors je veux bien, mon chéri. Mais tu sais, si tu me trompes une fois, rien qu'une fois, ça sera fini entre nous. Fini pour toujours. Il jura encore avec des protestations, et il fut convenu qu'il s'installerait le jour même, afin qu'elle pût le voir quand elle passerait devant la porte. Puis elle lui dit, en tout cas, viens dîner dimanche. Mon mari te trouve charmant. Il fut flatté. Ah, vraiment? Oui, tu as fait sa conquête. Et puis écoute, tu m'as dit que tu avais été élevé dans un château à la campagne, n'est-ce pas? Oui, pourquoi? Alors tu dois connaître un peu la culture. Oui. Eh bien, parle-lui de jardinage et de la récolte. Il aime beaucoup ça. Bon, je n'oublierai pas. Elle le quitta après l'avoir indéfiniment embrassé, ce duel ayant exaspéré sa tendresse. Et du roi pensait, en se rendant au journal, quel drôle d'être ça fait, quel tel d'oiseau. Sait-on ce qu'elle veut et ce qu'elle aime, et quel drôle de ménage. Quel fantaisiste a bien pu
préparer l'accouplement de ce vieux et de cet écervelé. Quel raisonnement a décidé cet inspecteur à épouser cette étudiante? Mystère, qui sait, l'amour peut-être. Puis il conclut: enfin, c'est une bien gentille maîtresse. Je serais rudement bête de la lâcher. Son duel avait fait passer du roi au nombre des chroniqueurs de tête de la vie française. Mais, comme il éprouvait une peine infinie à découvrir des idées, il prit la spécialité des déclamations sur la décadence des mœurs, sur l'abaissement des caractères, l'affaissement du patriotisme et l'anémie de l'honneur français. Il avait trouvé le mot anémie dont il était fier. Et quand Madame de Marelle, pleine de cet esprit gouailleur, sceptique et gobeur qu'on appelle l'esprit de Paris, se moquait de ses tirades qu'elle crevait d'une épigramme, il répondait en souriant: bah, ça me fera une bonne réputation pour plus tard. Il habitait maintenant rue de Constantinople, où il avait transporté sa malle, sa brosse, son rasoir et son savon, ce qui constituait son déménagement. 2 ou 3 fois par semaine, la jeune femme arrivait avant qu'il fût levé, se déshabillait en 1 minute et se glissait dans le lit, toute frémissante du froid de dehors. Du roi, par contre, dînait tous les jeudis dans le ménage et faisait la cour au mari en lui parlant d'agriculture. Et comme il aimait lui-même les choses de la terre, ils s'intéressaient parfois tellement tous les deux à la causerie qu'il oubliait tout à fait leur femme sommeillant sur le canapé. Laurine aussi s'endormait, tantôt sur les genoux de son père, tantôt sur les genoux de Bel-Ami. Et quand le journaliste était parti, M. de Marelle ne manquait point de déclarer, avec ce ton doctrinaire dont il disait les moindres choses: ce garçon est vraiment fort agréable, il a l'esprit très cultivé. Février touchait à sa fin. On commençait à sentir la violette dans les rues, en passant le matin auprès des voitures traînées par les marchandes de fleurs. Du roi vivait sans un nuage dans son ciel. Or, une nuit, comme il rentrait, il trouva une lettre glissée sous sa porte. Il regarda le timbre et il vit Cannes. L'ayant ouverte, il lut: Cannes, villa jolie. Cher monsieur et ami, vous m'avez dit, n'est-ce pas, que je pouvais compter sur vous en tout. Eh bien, j'ai à vous demander un cruel service, c'est de venir m'assister, de ne pas me laisser seule au dernier moment de Charles qui va mourir. Il ne passera peut-être pas la semaine, bien qu'il se lève encore, mais le médecin m'a prévenu. Je n'ai plus la force ni le courage de voir cette agonie jour et nuit. Je songe avec terreur au dernier moment qui approche. Je ne puis demander une pareille chose qu'à vous, car mon mari n'a plus de famille. Vous étiez son camarade, il vous a ouvert la porte du journal. Venez, je vous en supplie, je n'ai personne à appeler.